Dimanche 14 mai 2023, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Le 11e sommet des forces terrestres africaines qui a démarré le 8 mai dernier dans la capitale économique ivoirienne a pris fin vendredi dernier. 339 participants venant d'une quarantaine de pays y ont participé. C'est l'un des plus grands événements militaires initiés par les États-Unis en Afrique et qui se tient alternativement sur les continents africains et américains. Côte d'Ivoire, terre des grands rendez-vous. Abidjan a également abrité la 6e édition d'Africardio, le congrès international de cardiologie, une occasion pour la Société ivoirienne de cardiologie de lancer la réflexion sur les moyens de réduction de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. On en parle en début de journal. La junte malienne a dénoncé hier 13 mai le rapport de l'ONU accusant l'armée et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes lors d'une opération anti-djihadiste à Moura en mars 2022. Dans un communiqué, elle a annoncé l'ouverture d'une enquête pour espionnage. On y revient dans quelques 30 minutes. La lutte contre la vie chère s'accentue en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, imagine chaque jour des mécanismes pour lutter efficacement contre cette cherté de la vie. Des outils sont ainsi mis au service du consommateur qui désormais a la possibilité de dénoncer le non-respect des prix réglementés de certains produits et d'autres mauvaises pratiques. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le magazine du dimanche reçoit le directeur général du commerce intérieur, Aimé Kwazan. Bonjour. Bonjour Eza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est pas la première fois que vous êtes ici. Vous savez, dès qu'il s'agit de parler du contre la vie chère, le gouvernement communique avec les populations. Et nous sommes très heureux de vous recevoir à chaque fois. Merci. À tout à l'heure, M. Kwazan. On démarre cette édition au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, qui a abrité pendant quelques jours le 11e sommet des forces terrestres africaines, un forum auquel on prépare une quarantaine d'États africains, européens et américains. Et tous ensemble, ils ont élaboré des stratégies en vue d'améliorer la sécurité sur le continent africain. Le témoignage de Souleymane Donisongou, Michel Kwame et Patricia Omoitia. Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire, c'est l'axe autour duquel les réflexions ont porté lors du 11e sommet des forces terrestres africaines tenu à Abidjan. Au terme de ce sommet, la Côte d'Ivoire a voulu apporter sa contribution à la réflexion prospective d'acteurs militaires sur les préoccupations sécuritaires communes. Les travaux sont achevés et les recommandations sont optimistes. Et notre objectif, bien plus mesurable immédiatement, a été atteint. Celui de constituer un réseau d'affinité et de fraternité d'armes entre chefs militaires d'Afrique. Washington a émis sa volonté d'apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour garantir la paix et la stabilité. Pour la diplomate américaine, l'action militaire appuyée par des actions de développement constitue un moyen efficace pour combattre le fléau du terrorisme. Au final, le rendez-vous d'Abidjan aura permis d'atteindre les résultats suivants. Créer un cadre d'échange et d'expérience. Mettre en place un réseau d'échange entre acteurs. Renforcer la fraternité d'armes entre les nations participantes. La présente édition a montré la nécessité pour les États de réadapter leur stratégie. Cela à travers une approche globale et multilatérale de lutte contre le terrorisme, prenant en compte tous les acteurs, notamment les militaires, les populations et les organisations de la société civile. On passe au chapitre santé de ce journal et je vous le disais au sommaire, le congrès international de cardiologie était à sa 6e édition cette année, une édition 2023 tenue cette semaine à Abidjan sous le thème « Progrès en cardiologie et défis en Afrique subsaharienne ». Il s'est agi principalement de réfléchir sur la réduction de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires sur le continent. Reportage de Jean-Marc Djadji, Arielago. 500 experts de la cardiologie prêts à en découdre avec les maladies cardiovasculaires. La 6e édition d'Africardio est l'occasion pour eux de plancher sur les cas de décès liés aux troubles du rythme cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral et aux maladies des vaisseaux. 80% des consultations à l'Institut national de cardiologie
concerne la prise en charge des cas d'hypertension artérielle et autres pathologies cardiaques. Pour la prise en charge, l'on enregistre 2 cardiologues interventionnels pour 25 millions d'habitants selon le ministère de la Santé. Au vu de ces statistiques, des solutions sont proposées. Le déploiement des cardiologues sur toute l'étendue du territoire, le but ultime étant de disposer d'au moins un cardiologue dans chacun des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Près de 80% des décès liés aux maladies cardiovasculaires dans le pays sont considérés comme évitables. Le ministère de la Santé mise sur la prévention. Nous souhaitons donc par conséquent bénéficier des conclusions de ces échanges qui certainement seront d'une grande utilité pour orienter la politique sanitaire de notre pays pour qu'elle soit plus efficace à l'endroit de nos différentes populations. L'autre point fort d'Africardio 2023 est l'élection du docteur Aké Traboulsi à la tête de la Société ivoirienne de cardiologie. Le prochain congrès international de cardiologie se tiendra en 2025 à Abidjan. La journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai. Nos infirmières, notre futur, c'est le thème pour 2023. Il s'agit d'une campagne mondiale qui définit ce que nous souhaitons pour les soins infirmiers à l'avenir, en vue de relever les défis de la santé mondiale et d'améliorer la santé de tous dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'Association des infirmiers et infirmières a célébré la journée à Ferké, dans le Tchologo, au nord de Côte d'Ivoire. Corona Soro. 7e édition de la Journée internationale des infirmiers à Ferké-Sédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Une première célébration des agents de santé dans la localité. Une initiative de l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, ils sont venus de tout le pays. Occasion pour le président de cette association d'inviter ses collègues à faire preuve d'abnégation au travail. Infirmières, c'est parfois pénible, mais nous devons rester engagés. Cette difficulté ne doit pas nous décourager. Parce que plus tu travailles pour la population, tu reçois premièrement les bénédictions de ces populations-là. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Son représentant rappelle les actions du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des infirmiers. La mise en œuvre de la loi sur la réforme hospitalière permettra au personnel de santé de bénéficier plus d'avantages. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République nous a annoncé tous que la prime Covid sur les salaires continue jusqu'à fin juin. La 7e édition de la Journée internationale des infirmiers était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Son représentant encourage les agents de santé à toujours œuvrer pour le bien-être des populations. Votre travail est extrêmement important, non seulement pour les patients que vous servez, mais pour l'ensemble de la communauté. Votre dévouement et votre professionnalisme sont une source d'inspiration pour nous tous. Dans son intervention, le préfet de la région du Tchologo exhorte les infirmiers à faire preuve de probité dans l'exercice de leur métier. Thème de cette célébration, l'infirmier, notre avenir. Dans le but de faire connaître les institutions de la République, des cours spécifiques seront introduits dans le programme scolaire de l'enseignement général et l'enseignement technique depuis le préscolaire jusqu'à la classe de terminale. Les résultats des travaux de renforcement de cet enseignement viennent d'être remis à la ministre de l'Éducation nationale en présence de nos reporters Laure Goretti et Didier Nguessan. Des cours sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire seront désormais intégrés dans le programme scolaire de l'enseignement général et de l'enseignement technique en cours d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, EDHCI. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces formations débuteront du préscolaire à la classe de terminale dans des thèmes adaptés à chaque niveau. La connaissance des institutions de la République est une obligation civique pour chaque citoyen et cette obligation ne peut être remplie que si les outils et instruments existent pour informer, sensibiliser, instruire l'ensemble de la population ivoirienne. Les équipes de l'inspection générale et de la direction de la pédagogie et de la formation continue procéderont à l'intégration de nouveaux thèmes relatifs aux institutions de la République de Côte d'Ivoire dans les programmes d'histoire, géographie, français et EDHC
Mieux faire connaître les institutions de la République, c'est l'objectif que s'est assigné le ministère d'État, ministère chargé des relations avec les institutions de la République, selon Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État, Kafana Koné. Nous sommes convaincus que le renforcement de l'enseignement des institutions de la République dans les programmes scolaires permettra à nos enfants, les futurs citoyens et décideurs du pays, de s'approprier le fonctionnement de nos institutions. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'asseoir et de consolider la connaissance des institutions sur les jeunes générations. Depuis quelques années, plusieurs moyens et outils sont déployés pour faire la promotion des institutions, des armoiries et symboles de l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'élaboration du manuel gratuit sur l'architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire et les journées portes ouvertes des institutions de la République. Une soixantaine de jeunes hommes et femmes viennent d'être formés au siège de la Fondation Friedrich Naumann lors de la cérémonie de lancement du projet des jeunes Jobs. Une formation pour renforcer les capacités techniques de ces jeunes. Le compte-rendu de Diarasouba Ami et Jean-Marc Djedji. 60 jeunes issus de 5 villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Bouaké, Daloa, Korogo et Man, bénéficieront du projet Voix des jeunes jobs, une initiative de Social Change Factory en collaboration avec la GIZ et financée par la coopération allemande. Ce projet vise à améliorer le bien-être économique des jeunes tout en renforçant leurs capacités techniques. C'est un projet qui nous donne des sensations vraiment palpitantes parce que ce projet a pour but de former les jeunes et faciliter leur insertion professionnelle. Et c'est l'opportunité rêvée pour nous jeunes. Cette formation va se décliner en plusieurs axes. La première phase pour nous, c'est de pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise, donc du secteur public et du secteur privé, pour comprendre leurs besoins de recrutement. Et la seconde phase pour nous, c'était de pouvoir aller vers ces jeunes-là, connaître aussi leur carrière de profil et voir dans quelle mesure on pouvait pouvoir faire la concordance entre les besoins et les compétences de ces jeunes-là. Et on a trouvé une solution, c'est de travailler avec les entreprises pour qu'ils élaborent leurs besoins et maintenant les bénéficiaires sont préparés en imaginant des formations qui répondent à 100% aux besoins des entreprises. Outre ces aspects, ce projet sera diffusé sous forme d'émissions télévisées, retraçant sa mise en œuvre. Le projet est donc dénommé Voix des jeunes Jobs. Comme pour coller aux vœux du chef de l'État de faire de 2023 l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, la jeune chambre internationale Abidjan Elite multiplie les formations à l'endroit des jeunes. Ces formations axées essentiellement sur l'entrepreneuriat et le financement des projets. Le club service était récemment face aux journalistes pour faire un point de ses activités. C'était à la Maison de la Presse au plateau et Mamadou Kouassi était sur place. La jeune chambre internationale Abidjan Elite se veut le fleuron de la formation d'entrepreneuriat de la jeunesse ivoirienne. Cette structure s'est engagée dans l'exécution d'une série de formations sur le leadership et le financement des projets. Il s'agit pour cette organisation de s'inscrire dans la dynamique du gouvernement, de faire de cette année 2023 l'année de la jeunesse. À côté de ces actions, la JCI Abidjan Elite œuvre dans les actions communautaires, d'où cette rencontre à mi-parcours pour faire le bilan des actions. Eh bien, pour les 6 prochains mois, il est également prévu une masterclass dédiée spécialement à l'entrepreneuriat, un autre séminaire de renforcement des capacités dans le domaine de l'agriculture, un dernier séminaire à réaliser sur le domaine de l'agriculture et nous aurons par la suite des activités de renforcement des capacités à travers les séances de formation interne pour le développement personnel des membres de notre organisation qui assureront le futur des élites de demain. Le président exécutif national de la Jeune Chambre internationale salue l'engagement des jeunes à s'inscrire dans la dynamique gouvernementale. Pour lui, la Jeune Chambre reste la meilleure école de formation pour les jeunes entrepreneurs et leaders. Il y a un déficit de connaissance du cœur de métier dans lequel ils ont décidé de s'investir. Et c'est pour cela que nous sommes de tout cœur avec le président de la République. Mais nous, à notre niveau, étant une organisation citoyenne également, nous décidons de mettre la formation au cœur de nos actions que nous menons pour soutenir cette décision du président de la République. Pour les mois à venir, la JCI Abidjan Elite compte investir le terrain pour les actions communautaires dans le secteur de la santé et de l'éducation. Le clou sera la visite aux bénéficiaires des formations qu'elle a déjà initiées.
Pour un district autonome de la vallée du Bandama développé, le ministre-gouverneur mise sur les arts et la culture. Pourquoi principalement ces deux secteurs? Jean-Claude Kwasi l'a expliqué cette semaine lors de la 6e édition des Jeudis du district, dont le thème était à propos culture, art et tradition, opportunités d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse. On en sait plus avec Corona Soro. Faire de la culture et des arts le socle du développement du district autonome de la vallée du Bandama. Pour atteindre cet objectif, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi travaille pour la promotion des valeurs culturelles des régions du Hambol et de Beké. Un engagement traduit par le thème de la 6e édition des Jeudis du district. Culture, art et tradition, opportunités d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse. Les directeurs régionaux de la culture et de la francophonie de Beké et du Hambol ont passé en revue toutes les potentialités culturelles. Les danses initiatiques et patrimoniales en voie de disparition feront l'objet d'une attention particulière, à savoir le klinkli et la tumblan. Je fais en sorte que dans mon village, on puisse initier les jeunes gens à battre le tambour. Mais vous avez vu aussi l'expérience de Nana Baté à Diabo. Donc ce sont des expériences à multiplier. Que chacun à son niveau fasse en sorte que notre culture ne disparaisse pas. Cette approche de développement local du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi est saluée par les élus et cadres du district. Ça nous donne l'occasion, nous en tant qu'élus, en tant que responsables de cette région, d'apporter notre contribution. Jean-Claude Kwasi exhorte les populations à contribuer à la renaissance des valeurs culturelles. C'est un appel à chacune et à chacun d'entre nous pour que nous apportions notre contribution à la renaissance de tous les faits culturels, de tous les événements culturels, de tous les festivals, que nous travaillons à la renaissance de ce qui est nous. Pour valoriser les arts et la culture du district autonome de la vallée du Bandama, un festival verra le jour. Nous étions donc dans le district autonome de la vallée du Bandama. L'actualité dans le district autonome des montagnes, c'est l'actualisation de son schéma directeur conformément au plan national de développement. Cela pour répondre aux nouvelles exigences. Dernière étape de ce processus d'actualisation, la validation du rapport. C'était lors d'un séminaire de 48 heures à Mans, direction la capitale du district des montagnes où nous attend F. Boué. Pour la validation du rapport final de l'étude d'actualisation du schéma directeur du district autonome des montagnes pour la période 2023-2035, les travaux en commission se sont déroulés autour de 5 thématiques majeures, dont les infrastructures et l'urbanisme. Il y a des grands axes qui ont été dessinés, Biancouma Sipilou, Ma Kubli, Giglo Taï, pour ne citer que ceux-là qui sont en bonne voie et dont le financement est pratiquement bouclé par l'État, mais nous insistons dessus pour que les travaux puissent aller très vite. Et au niveau de l'hydraulique, pratiquement tous les châteaux sont vieillissants dans le district. On a vraiment voulu que nous pensions vraiment à renouveler. Après les travaux en commission, place à la plénière avec la lecture du rapport final. Albert Flendé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, se réjouit de l'implication de l'ensemble des forces vives des 3 régions pour l'élaboration de ce document de planification stratégique. Nous avons pris part activement à la validation du schéma directeur en tant que jeunes. Donc c'est une couche de la population et elle doit aussi s'exprimer. Les objectifs assignés, c'était de faire en sorte que les inputs de ces représentants des forces vives soient collectés et transmis, intégrés à ce document. Ce qui a été fait par la restitution. Ce qui a été fait aussi, c'est les améliorations qui ont été apportées par non seulement les experts, mais aussi et surtout par les représentations des différents corps de métier, des différentes structures qui vivent dans notre région. Le rapport final de l'étude d'actualisation du schéma directeur de développement validé sera soumis au gouvernement pour approbation.
Venons-en maintenant à la campagne mensuelle sur la sécurité routière à Divo dans le Lodjibois. Une campagne qui porte fruit selon le directeur départemental des transports. Un résultat obtenu grâce à la sensibilisation. Les explications de Godefroy Okambawa. Le rond-point en face de la mairie de Divo a servi de cadre pour cette campagne de sensibilisation de la semaine de la sécurité routière. Les usagers sont instruits sur le respect du code de la route et sur l'obligation d'avoir les documents administratifs nécessaires. Cette opération, elle est officielle et sur tout l'étendue du territoire ivoirien parce que décidée par le gouvernement et suivie du près par le président de la République. Elle porte déjà ses fruits parce qu'à la dernière réunion du comité de sécurité, les sapeurs-pompiers nous ont dit que pour une fois, ils ont pu avoir quelques nuits sans alerte. Comme nous devons poursuivre ça qu'à la fin de l'année, nous savons qu'au terme de cette opération, on pourra avoir une majorité de population conscientisée. La représentante du préfet de Divo, qui apporte le soutien de l'autorité préfectorale à cette campagne, invite les passagers des véhicules de transport en commun à dénoncer les contrevenants. La semaine de la sécurité routière permet, un tant soit peu, d'avoir un regard sur les activités des usagers. Au strict respect du code de la route, à plus de responsabilité, à plus de vigilance sur les voies, pour eux-mêmes, pour la population et surtout pour les passagers souvent qui transportent. Selon la police et le centre de secours d'urgence, les causes des accidents sont dues aux excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et le non-respect du code de la route. Diversité ethnique et harmonie en Côte d'Ivoire, c'est un projet initié par l'ONG HWPL pour la promotion de la paix et l'unité entre les groupes ethniques et communautaires des différentes régions de Côte d'Ivoire. Bokanda, au centre du pays, vient d'être choisi par l'organisation non gouvernementale comme ville de paix. Un mémorandum d'accord vient d'être signé en présence du ministre de la Réconciliation nationale. Bokanda, c'est dans la région d'Unzi. Cette commune a eu bonne presse auprès des organisations non gouvernementales œuvrant pour la paix et le vivre ensemble. Toutes les communautés y vivant ont eu à afficher en effet l'attitude d'un peuple pacifique lors de la récente crise post-électorale de 2020. Cette valeur a permis à l'ONG HWPL de nommer Bokanda comme ville de la paix. L'ONG HWPL décide également de renforcer la culture de la paix et l'unité des communautés de cette localité à travers un projet dénommé Diversité ethnique et harmonie en Côte d'Ivoire. Projet dont l'expérimentation après Bokanda va s'étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu que la ville de Bokanda est une ville où les chefs coutumiers, les chefs traditionnels sont très respectés. Et cette culture du respect de l'aîné est quelque chose que nous trouvons important au sein d'HWPL et nous souhaiterions le mettre en valeur. La signature de partenariat entre les responsables de l'ONG et les autorités municipales de Bokanda a été faite en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Kwadio Konabertin appelle toutes les populations ivoiriennes à la culture de la paix, gage du développement. Un vent nouveau souffle sur notre pays, un vent de paix, un vent de développement. Faisons en sorte que ce vent continue de souffler sur l'ensemble du territoire. Depuis Bokanda, je lance cet appel pressant à l'ensemble des Ivoiriens. Déjà à Bokanda, des programmes éducatifs mis en place pour promouvoir la compréhension interculturelle, la tolérance et la coopération entre communautés. C'était un reportage de Charles Tato, RTI Boaké. Le FIRCA a mis récemment en relation les acheteurs de produits maraîchers et les agro-entrepreneurs du projet Pro2M. Nos reporters Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji étaient présents à cette rencontre pour RTI. Ils sont 32 agro-entrepreneurs qui ont bénéficié des périmètres aménagés du projet Pro2M. Ces bénéficiaires et ces acheteurs se sont rencontrés à cette journée de mise en relation entre agro-entrepreneurs et acheteurs. Initiée par Inades Formation qui accompagne le FIRCA sur le projet Pro2M, cette rencontre vise à accompagner ces agro-entrepreneurs, à savoir améliorer la commercialisation de leurs produits et aussi réduire le circuit de mise en marché de ces produits. Nous avons bénéficié du projet Pro2M.
ce qui nous a permis d'avoir 4 hectares aménagés pour la culture de produits. Grâce à INADES Formation et le projet Pro2M, ces acheteurs pourront bénéficier des produits maraîchers de qualité et à bon prix. L'objectif, c'est de tisser un partenariat gagnant-gagnant parce que ce qu'on remarque, c'est qu'après la production, généralement, les productions restent bord champ et les producteurs n'arrivent pas à vendre à des meilleurs prix. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de proposer à ces acheteurs des produits de qualité. C'est une initiative qui peut être très avantageuse pour chacune des parties. Pour les producteurs, leur permettre d'avoir des prix assez intéressants, mais aussi pour les grossistes, les acheteurs, leur permettre de pouvoir réduire leur coût de collecte. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. En février 2025, Abidjan accueillera la 8e édition du Festival international Soninké, un festival de la célébration de la diversité du patrimoine culturel maraca. C'est un événement qui promet, selon les organisateurs. Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djedji, reportage. Les Soninké ou encore maracas du monde entier se retrouveront en Côte d'Ivoire en février 2025. Cela à l'occasion du Festival international Soninké Fizo, événement capital pour la promotion de la culture, de l'art et de tous les aspects de la vie des Soninké, peuple qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest sahélienne, établi principalement au Mali, le long de la frontière mauritanienne, ainsi qu'au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et en Guinée. Les projecteurs seront fixés sur la Côte d'Ivoire après Nouakchott, la capitale mauritanienne, avec plusieurs milliers de participants. De passage à Abidjan, Ousmane Diagana, président de la coordination internationale des associations Soninké, annonce déjà les couleurs de l'événement. Ce festival international Soninké qui va avoir lieu ici à Abidjan en 2025 va être un événement grandiose qui va rehausser non seulement l'image de la Côte d'Ivoire, mais également des Soninké dans ce pays. Dambélé Adia, président de la branche ivoirienne de cette association, se dit heureux d'accueillir l'édition 2025 de cet événement. Avec le festival international Soninké Fizo, le grand peuple Soninké veut célébrer des pans de son patrimoine culturel, affirmer son identité et s'ouvrir au monde. On démarre le chapitre religion de ce journal avec la 6e conférence internationale de l'ONG Croissance Peace qui s'est tenue récemment en France dans les locaux de l'Assemblée nationale. Rendez-vous au cours duquel le pasteur ivoirien Ouattara Mohamed Idriss a reçu un prix, le prix d'honneur de l'humanitaire en Côte d'Ivoire pour l'ensemble de ses actions en faveur des personnes vulnérables. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Esprit de San Pedro, eux, bénissent le Seigneur pour le tout nouveau temple qu'ils viennent d'inaugurer. Sam Conan, qui est notre correspondant sur place, a pris part à la messe de consécration ce dimanche. Dimanche inoubliable pour les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Esprit du quartier Lac de San Pedro. À compter de ce jour, ils pourront suivre les messes dans leur nouveau temple, après 20 ans passés dans l'ancien. Avoir une église comme celle-là, ça c'est pas de n'importe qui. C'est la joie à danser pour louer Dieu. Louer à Dieu. Je suis la joie de Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant. Merci Seigneur. Une messe de consécration a été dite par l'évêque Jean-Jacques Kofi Wakofi, qui, dans son homélie, demande aux fidèles chrétiens d'être des ambassadeurs de cette paroisse en prenant l'amour. Cette église que nous consacrons aujourd'hui à Dieu constitue en même temps ce que nous sommes et ce que nous devons continuellement accomplir dans l'unité, non seulement avec les chrétiens de la paroisse du Saint-Esprit, mais ceux de la ville, du diocèse et du monde entier. L'église avec son autel et son tabernacle a été consacrée de façon solennelle, à la grande joie des fidèles venus très nombreux. Je suis très fière de mon église. Je pense qu'avec cette beauté-là, ma foi serait encore plus grande. La foi est plus que renouvelée, parce que tel édifice, ce n'est qu'avec la foi qu'on peut le bâtir.
Parce que cet édifice nous unit davantage et nous donne de vivre pleinement dans la vraie solidarité fraternelle. La paroisse Saint-Esprit du quartier Lac, créée en 2003, fait partie des édifices religieux catholiques de San Pedro. Au Mali, le gouvernement de transition a dénoncé un rapport biaisé reposant sur un récit fictif en réponse à l'ONU qui a accusé la veille l'armée et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et 7 enfants, en mars 2022 lors d'une opération anti-djihadiste à Moura. Selon le porte-parole du gouvernement, la justice malienne a ouvert une enquête à la suite des événements de Moura et aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. Journée décisive en Turquie. Le pays élit ce dimanche 14 mai son président et ses députés. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter une troisième fois, un troisième mandat donc, mais face à lui, son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, qui est donné favori par la plupart des sondages. Les 192 000 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et attendaient les 60 700 000 électeurs. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé près de 600 000 policiers, gendarmes et autres personnels chargés de garantir la sécurité du scrutin. Et on en vient au magazine du dimanche. Seconde articulation de ce journal et Aimé Cablancoisan nous a rejoint en plateau. Monsieur le directeur général, on va démarrer notre entretien juste après cet élément vidéo que nous propose Michel Mambo. Contrôle citoyen. Une application lancée pour renforcer le dispositif d'alerte dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En plus de la ligne verte 1343 et des autres canaux de communication, cet outil numérique fait du consommateur un citoyen contrôleur des prix. Il pourra désormais, à partir de son smartphone, maîtriser son pouvoir d'achat. Contrôle citoyen, une application à télécharger, un élément de dissuasion et de répression selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Il existe 25 millions d'abonnés à l'Internet et le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65% de la population totale en 2023. C'est donc à juste titre que nous nous servons de ce canal beaucoup utilisé par les Ivoiriens, par les jeunes, pour mieux distiller auprès des consommateurs les méthodes de lutte contre la vie chère. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat sur tout le territoire national, quel que soit le lieu où vous êtes. Non-respect des prix plafonnés, non-affichage des prix, produits périmés, la brigade de contrôle rapide, BCR, reste en alerte. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet outil numérique de sorte à faire respecter leurs droits. Merci Michel Mambo. Alors, monsieur le directeur général, question directe tout de suite. La vie est chère en Côte d'Ivoire? Vous savez, nous sommes dans des économies interconnectées. Il y a eu, depuis 2020, un certain nombre d'événements qui ont impacté l'économie mondiale. Vous avez eu la crise sanitaire à Covid-19. Par la suite, vous avez eu la guerre en Ukraine. Et on a connu, par conséquence, une flambée des prix des matières premières à l'international, notamment les céréales. On a connu également un dysfonctionnement des circuits de production et un dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement. On a connu une explosion du fret maritime. Et tous ces éléments mis bout à bout ont entraîné sur le plan local en Côte d'Ivoire une flambée de certains produits de grande consommation. Donc, bien que les efforts du gouvernement aient été faits pour contenir la hausse généralisée des prix, on peut dire effectivement que le ressenti des populations ivoiriennes est effectif en disant que certains produits ont pris un tout petit peu, ont été réajustés, peut donner le sentiment que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous faites, vous, au ministère du Commerce, pour améliorer le coût de la vie en Côte d'Ivoire? Mais justement, vous savez, si on veut rester, nous, au ministère du Commerce, sur les données statistiques que nous avons, on pourrait dormir sur nos lauriers en disant qu'effectivement, la Côte d'Ivoire, dans le contexte mondial,
est un très bon élève en matière de maîtrise du taux de l'inflation. Nous avons un taux d'inflation de 5,2% en Côte d'Ivoire, quand dans la sous-région, vous allez au Burkina, on a un taux d'inflation au-dessus de 15%. Vous avez au Sénégal, nous avons un taux d'inflation de plus de 10%. Alors que la norme, c'est 3%. La norme communautaire est 3%. Au Ghana, nous sommes à 52%. C'est pour dire que, effectivement, les actions que le gouvernement a mis en œuvre dans le cadre de la maîtrise des prix donnent des résultats qui sont tangibles. Mais vous savez, entre les données statistiques et le ressenti, il y a justement à combler un fossé que le gouvernement, à travers les campagnes de sensibilisation, à travers la communication, tente justement de combler et de montrer effectivement que les efforts qui sont faits par le gouvernement ont permis de stabiliser le marché en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez dire quoi comme bilan de tous vos efforts, toutes ces mesures qui sont prises donc par le gouvernement en matière de lutte contre la vie chère? Et quel en est l'impact? Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'impact peut se mesurer globalement en termes donc, de taux d'inflation. L'impact peut se mesurer également en termes de maîtrise du pouvoir d'achat. Nous avons été attentifs à l'hommage que les travailleurs de Côte d'Ivoire ont rendu au chef de l'État le 1er mai pour magnifier son action à la tête de l'État et surtout, pour relever que les actions du chef de l'État ont permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que depuis, vous avez bien suivi le déblocage de l'indice des fonctionnaires. Vous avez également noté avec satisfaction la prime appelée prime ado, qui correspond à un 13e mois pour les fonctionnaires. Donc ce sont des éléments qui aujourd'hui ont amené la trêve sociale en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire qu'il y a grosso modo, l'impact des mesures du gouvernement sont ressentis positivement par les populations, même si effectivement, et c'est tout à fait normal qu'on en demande davantage. Tous les Ivoiriens, monsieur le directeur général, tous les Ivoiriens ne sont pas fonctionnaires. Non, bien entendu, mais les mesures portées par le gouvernement ont touché presque tous les secteurs de la vie. Notamment, vous avez suivi que de 2014, on avait le SMIC qui était à 36 000 francs. Aujourd'hui, en 2023, le SMIC est passé à 75 000. Ça, c'est une réalité. Ça touche un nombre important de travailleurs. Ça, c'est des effets positifs. Il y a une révalorisation également de l'indice du secteur privé qui a été également qui est dans le circuit d'approbation par le gouvernement. Donc, ce sont des actions qui ont amélioré fondamentalement le pouvoir d'achat des populations. Notamment, vous avez vu, en termes donc, de revenus agricoles qui ont été distribués ces derniers temps sur les différentes périodes, qui ont nettement progressé et qui montrent qu'effectivement, chacun des Ivoiriens profite donc de l'embellie de l'économie ivoirienne. Mais bien entendu, je l'ai dit, je le répète, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Donc toutes les actions, toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement tendent à faire en sorte que chacun des Ivoiriens profite de la richesse enregistrée par notre économie. D'accord. Et parmi toutes ces mesures-là, vous avez mis en place des mesures, des outils, que vous avez mis en place donc, pour le bien des consommateurs. Et il y a l'application contrôle citoyen. Qu'est-ce que c'est exactement? L'application contrôle citoyen concourt est justement un nouvel instrument, un autre mécanisme que le gouvernement met à la disposition des consommateurs, qui en rajoute, c'est complémentaire du dispositif actuel, qui devait permettre effectivement d'avoir une maîtrise des prix sur nos marchés. Parce qu'une chose est de prendre des mesures par le gouvernement, notamment la mesure sur le plafonnement des prix, qui grosso modo est une mesure qui est très bien acceptée par les populations, qui est très bien acceptée par les commerçants et qui impacte durablement le panier de la ménagère. Mais vous savez, dans les enquêtes que nous faisons en termes d'évaluation de nos mesures, on a constaté que 90 à 93% des commerçants respectent la mesure de plafonnement des prix. Mais malheureusement, il y a encore 10% à peu près de commerçants qui continuent à ruser avec les populations. Donc cette application va les contrôler. Mais cette application fera de vous, Enza Diaby, de chacun des habitants de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, un citoyen contrôleur de prix. Parce qu'en réalité,
le ministère du Commerce dispose d'à peu près 500 contrôleurs de prix qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Mais nous avons un nombre important, des milliers de points de vente qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national. Donc vous comprenez que malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'avoir un agent contrôleur derrière chaque point de vente pour nous assurer que les prix pratiqués par les commerçants respectent la réglementation. Alors, 3 infractions sont notifiées dans cette application. C'est le respect du prix, l'affichage du prix et aussi les articles qui pourraient être périmés. Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit également, à travers cette application, de renforcer la surveillance du marché. Le respect des prix, c'est un droit. C'est un droit pour le consommateur. Vous savez, lorsqu'une telle mesure est prise, nous avons le devoir en tant que ministère du Commerce de veiller à ce que le droit des consommateurs soit respecté. Donc, comment on amène le consommateur à ce que ses droits soient respectés? Mais justement, c'est de faire de chacun des Ivoiriens un consommateur averti. Et je m'entends, quand je dis consommateur averti, un consommateur qui est capable de défendre ses droits. Et à travers cette application Contrôle citoyen, le prix plafonné fixé en commun accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques devient un droit pour le consommateur. Et ce droit, il doit le défendre à travers justement les mécanismes que nous avons, la ligne verte, le 1343, à travers les réseaux sociaux, la page Facebook du ministère, le site web du ministère. Nous en rajoutons justement avec le contrôle citoyen qui devient aujourd'hui un outil qui permet à chaque citoyen de Côte d'Ivoire de pouvoir justement dénoncer les pratiques de pratiques. Comment il procède? Le citoyen qui vient de se rendre compte d'un prix qui ne serait pas celui que vous avez réglementé, par exemple, comment il procède avec cette application? De la manière la plus simple possible. Vous savez, on a fait en sorte que ce outil, parce que qui a été développé avec une expertise locale, soit le plus simple et le plus fiable. Vous avez allé que vous le téléchargez sur l'App Store ou sur Play Store. Vous avez donc cette application qui a un menu généralement en bande déroulante. Donc vous avez l'ensemble des produits plafonnés qui y figurent et vous pouvez donc, lorsque vous arrivez dans les points de vente, vous constatez que le prix indiqué par le commerçant ne correspond pas au prix plafonné par le gouvernement. Vous n'avez pas besoin de faire un scandale dans le magasin. Justement, il ne s'agit pas de créer des troubles à l'ordre public. Vous avez votre application, vous signalez le point de vente, qui peut être géolocalisé à travers cette application, vous signalez le point de vente, vous indiquez l'infraction que vous avez observée, vous avez même la possibilité à partir de votre smartphone de prendre une photo de l'infraction et de pouvoir donc le signaler donc, via l'application au ministère du Commerce. Et tout de suite, la brigade arrive. Immédiatement, l'application arrive donc dans ce que nous appelle le back-office, la cellule de traitement des informations donc, de l'application Contrôle citoyen, qui la répercute à la brigade de contrôle rapide quand il s'agit donc d'Abidjan ou bien dans les directions régionales du commerce quand il s'agit de l'intérieur du pays. Là, parce que la brigade n'est pas déployée sur tout le territoire. Hein. Oui, mais ça n'a pas d'impact réel parce que ce que vous devez savoir, la brigade de contrôle rapide est une unité qui a été mise en place par le ministre Souleymane Diarra et qui est dédiée exclusivement à la lutte contre la vie chère, notamment les pratiques de prix illicites, le défaut d'affichage et les produits périmés. Mais en dehors de ça, il y a les directions régionales qui continuent leur mission régalienne de surveillance du marché. Donc, à partir du moment où elle n'est pas encore déployée, mais elle le sera, vous avez suivi avec nous lors du lancement de l'application Contrôle citoyen, le ministre Diarra donc a instruit la Direction générale du commerce intérieur de créer dans chaque direction régionale une unité qui sera dédiée exclusivement donc à la surveillance du marché en matière donc, de vie chère, donc en matière de contrôle des prix. Donc, bien entendu, nous sommes engagés auprès du ministre à ce qu'avant la fin de l'année, dans chaque direction régionale, il y ait des unités spécifiques dédiées à la lutte contre la vie chère. Et pour les citoyens qui n'ont pas de smartphone, on n'en a pas tous, les smartphones, la connexion Internet et tout ça. Non, vous savez... Même quand on a le smartphone, on n'a pas forcément Internet. Non, c'est vrai. Mais si vous avez suivi l'intervention du ministre Diarra aujourd'hui, nous avons, en termes donc, de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire, un taux de couverture d'à peu près 65%. Mais comme je vous dis, c'est un dispositif qui vient compléter un dispositif déjà existant. Nous avons la ligne verte, le 1343. Nous avons également les SMS, parce qu'à travers l'application, vous pouvez également, via SMS, saisir la brigade. Mais vous avez également
les directions régionales du ministère du Commerce, je l'ai rappelé, elles sont déployées dans la 31 régions et elles sont disponibles. Vous pouvez donc vous rendre dans les directions régionales pour dénoncer un fait délictueux en matière donc, de surveillance du marché. Et tout le monde ne sait pas lire et écrire forcément. Hein. Il faut peut-être augmenter vos capacités à partir du vocal, oui, les messages vocaux. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, la ligne verte est toujours disponible. Donc, à travers la ligne verte, vous pouvez laisser vos messages vocaux. À travers les directions régionales, vous pouvez vous déplacer et signaler. Voilà. Et vous pouvez encore utiliser notre méthode, saisir le ministre par courrier. Et j'ai ouï dire qu'une autre application est en conception, hein, un comparateur de prix, c'est ça? Oui, effectivement. En plus donc, de cette application que nous venons mettre à la disposition des consommateurs dans le cadre de la lutte contre la vie chère pour renforcer le respect des prix sur le marché, nous sommes en train effectivement de finaliser la conception de notre outil qui est un comparateur de prix, qui permettra également à chacun des citoyens de notre pays de pouvoir comparer les prix pratiqués sur le marché des produits de grande consommation afin donc de pouvoir orienter donc ces achats. Je vous dis, tout cela participe à faire de chacun des consommateurs ivoiriens un consommateur averti. Comme vous aimez le dire. C'est moins cher. Voilà comment va s'appeler. L'application s'appelle moins cher. Elle va être déployée très bientôt. D'accord. Un dernier mot, en 30 secondes, sur le forum Made in Côte d'Ivoire qui va se tenir prochainement en novembre. Oui, absolument. 22-26 novembre, vous avez la foire du Made in Côte d'Ivoire qui est une foire qui est amenée à la valorisation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Et nous avons le lancement justement de cette importante activité demain à 16h. À la maison de l'entreprise, à la CGC, qui va être lancée par le ministre Souleymane Rassouba. Et j'invite vraiment l'ensemble des industriels qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui fabriquent les produits à partir des matières premières locales, à l'ensemble donc des commerçants, de venir massivement s'inscrire pour demain déjà au lancement et de prendre des stands pour le forum Made in Côte d'Ivoire, qui est avant tout leur forum. Parce que nous concourons en Côte d'Ivoire à la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté passe justement par la valorisation des produits ivoiriens. Tout à fait. Merci, M. Kwazan. Aimé Kablan-Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de tous ces outils mis au service du consommateur pour lutter contre la vie chère. Merci encore d'être venu. Bon retour chez vous et puis bon dimanche. Mais je vous remercie. Je veux juste rajouter, produisons les produits ivoiriens et surtout consommons les produits ivoiriens. Consommons ce que nous produisons. Je vous remercie. Bon dimanche à vous aussi, chers téléspectateurs, et merci de votre confiance. Je reviens vendredi.